Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment on fait des tests de comparaison de moyenne quand vous voulez voir s'il y a eu un changement significatif ou une différence significative entre les moyennes quand vous comparez les données d'avant et les données d'après et ou quand vous avez par exemple une référence ou une norme, une théorie que vous voulez comparer avec vos données collectées ou les données que vous avez en face de vous. Et souvenez-vous de la partie rapport avec l'analyse des données, on a fait pas mal de choses. On a, pardon, on a présenté par exemple comment on fait la préparation des données, on a montré comment on fait on a un test de normalité, comment on teste la normalité des données, on a présenté comment on fait une analyse descriptive pour une variable qualitative. On a vu comment on fait une analyse descriptive pour une variable quantitative et pour une variable qualitative. On a vu comment on peut faire des tableaux de contingence, comment on peut analyser les fréquences pour les variables qualitatives. Et puis, on a présenté comment on peut analyser la relation entre deux variables en utilisant la corrélation. Et on a vu pas mal de deux types de corrélation, la corrélation de Pearson et la corrélation de Spearman. Il y avait aussi la corrélation de Kendall. Puis, on a continué à analyser l'impact d'une variable indépendante sur la variable dépendante. C'est là où on a vu pas mal de régression. On a vu la régression linéaire qui est utilisée quand les données sont normalement distribuées. On a vu la régression robuste quand les données ne sont pas normalement distribuées. Et puis, on a vu aussi qu'on peut utiliser la régression non paramétrique. On a vu comment on peut utiliser la régression non paramétrique. Et tout ça, on a présenté. Et puis, on a vu comment on peut analyser l'effet indirect à travers l'analyse de la médiation. Et aujourd'hui, alors, on va voir comment on peut faire ce qu'on appelle la comparaison de moyenne. Et dans les tests de comparaison de moyenne, il y a, je dirais, trois types. Il y a la comparaison de moyenne pour une moyenne, quand vous avez les données et que vous voulez comparer vos données avec une moyenne qui est, disons, théorique ou standard. Donc, vous avez une moyenne théorique et puis alors vous voulez comparer pour voir si réellement vos données, donc la moyenne de vos données est conforme avec la standard ou avec la théorie. Donc, ça, c'est le premier type de comparaison de moyenne. Le deuxième type de moyenne, c'est lorsque vous avez deux échantillons indépendants. Deux échantillons indépendants, ça veut dire que vous avez deux groupes indépendants et que vous voulez comparer les moyennes. Par exemple, si vous voulez analyser, si vous voulez comparer le revenu moyen des hommes et des femmes, donc, vous voyez qu'il y a un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Donc, vous voyez que vous avez des groupes indépendants. Donc, les hommes et les femmes sont indépendants. Et puis, dans cette même catégorie où on veut comparer, cette même catégorie où on compare des groupes indépendants, donc, il y a le type de variable qu'on doit avoir. Il y a la variable quantitative sur laquelle on va calculer la moyenne et il y a aussi la variable qualitative ou variable de regroupement parce que nous calculons la moyenne des revenus par exemple et la variable de regroupement c'est par rapport au genre ou au sexe, là où on va voir hommes et femmes. Donc, le type de variable, on doit avoir une variable quantitative et une variable qualitative. Et dans cette même catégorie de deux moyennes, de deux groupes, il y a ce qu'on appelle échantillon à parier. Ça veut dire qu'on va faire deux mesures, mais si le même groupe d'échantillons. Par exemple, si on regarde le taux de croissance des pays, donc vous voyez qu'on peut comparer le taux de croissance de l'année 2021 et le taux de croissance de 2022, si on prend l'ensemble des pays. Donc vous voyez qu'on va mesurer deux fois la même variable, donc le même paramètre qui est le taux de croissance, mais on va le faire deux fois. C'est là où on va parler de l'échantillon à parier, alors que l'autre c'était échantillon indépendant. Ou bien, par exemple, un autre exemple pour bien comprendre, vous voulez, par exemple, vous avez un groupe d'hommes ou de femmes qui est là, donc vous avez, par exemple, 50 hommes et femmes, donc il y a un groupe de 50 hommes et femmes qui pratiquent, par exemple, le sport. Vous avez les poids avant la pratique du sport et vous avez aussi les poids après 2 mois de pratique de sport. Vous voyez, pour chaque homme, on doit avoir des mesures. Le poids au début
de la pratique du sport et le poids après 2 mois de pratique de sport. Donc, vous voyez qu'à chacun des vidéos, on va voir des observations avant et après. Donc, vous voyez que c'est toujours, on va mesurer le poids de nos individus. C'est là où on parle des champions à parier. Les champions à parier. Et on va voir comment, là aussi, on peut calculer la moyenne. Et puis, autre chose qu'il faut dire, c'est l'autre type de, c'est lorsque vous avez plus de 2 moyennes. Lorsque vous avez plusieurs moyennes. Ici, on utilise ce qu'on appelle le t-test. Le t-test est utilisé quand vous avez justement une seule moyenne ou 2 moyennes. Mais quand vous devez comparer plusieurs moyennes, alors vous devez utiliser ce qu'on appelle l'analyse de la variance ou ANOVA. Analysis of Variance. C'est ça qu'on va utiliser quand vous avez plusieurs moyennes. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut respecter? Pour la comparaison, quand vous avez une seule moyenne, que vous comparez à une moyenne standard ou à une théorique qui est là, une moyenne théorique qui est là, il faut que les données, pour utiliser ce qu'on appelle le test paramétrique, il faut que les données soient normalement distribuées. Souvenez-vous, quand j'ai parlé de l'introduction, dans l'introduction à l'analyse des données, j'ai parlé des tests paramétriques et des tests non paramétriques. Donc, je vous ai dit que les tests paramétriques, normalement, ce sont des tests qui sont puissants, mais ils sont puissants lorsque les conditions sont respectées. Si les conditions ne sont pas respectées, il y a d'autres tests qu'on appelle les tests non paramétriques qui doivent être utilisés. Et ici, c'est la même chose pour le cas de comparaison de moyenne. Pour une seule moyenne, la condition qu'il faut respecter pour utiliser le test paramétrique et le t-test, c'est que les données doivent être normalement distribuées. Pour la comparaison de 2 moyennes ou plusieurs moyennes, il y a des conditions qu'il faut respecter pour utiliser le test paramétrique. 1, il faut que les données soient normalement distribuées. Ça, c'est la première condition. 2, il faut que les deux données, il faut qu'il y ait égalité de variance. Égalité de variance pour les 2 groupes, pour ces groupes. Si les conditions ne sont pas d'égalité de variance et la normalité des données ne sont pas respectées, on doit alors utiliser les tests qu'on appelle tests non paramétriques. Tout ça, on va voir, je vais vous montrer comment vous pouvez vérifier. Tout ça. Alors, quelle est l'hypothèse nulle pour ces tests-là? C'est que les moyennes sont égales. Quand vous voulez tester pour une seule moyenne, c'est que la moyenne que vous allez calculer sur vos données est égale à la moyenne théorique. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Pour le cas quand vous avez 2 moyennes, ou les 2 groupes, c'est que quand vous voulez comparer la moyenne de 2 groupes, l'hypothèse nulle, c'est que la moyenne de ces 2 groupes est égale, ou les moyennes sont égales. Ça veut dire que la moyenne, quand vous prenez la moyenne d'un groupe, moins la moyenne d'un autre groupe, vous trouvez 0, c'est quand je dis égalité, c'est ça que ça signifie. Pour le cas de 3 moyennes aussi, c'est la même chose. L'hypothèse nulle, c'est que les 3 moyennes ou les 10 moyennes ou les 100 moyennes sont égales. Donc, voilà l'hypothèse nulle. Alors, quand est-ce qu'on va rejeter cette hypothèse nulle d'égalité de moyenne? C'est lorsque la p-value est inférieure à 5%. Généralement, on utilise 5%, mais selon le cas, on peut être dur et en prenant par exemple de 2% ou 3%. Donc, une marge de réel de 2%, 3% ou 5%. Donc, c'est ça dépend des domaines d'analyse. Alors, les amis, nous allons commencer. Et comme je l'ai toujours dit, quand vous êtes dans la recherche, quand vous voulez, il faut bien structurer vraiment le raisonnement pour montrer que réellement vous êtes un chercheur. Ici, par exemple, donc il faut structurer votre question de recherche parce que vous commencez par la question de recherche. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Quelle est la question à laquelle vous voulez apporter une réponse? Alors, nous allons commencer ici, par exemple, nous allons formuler des données, disons, théoriques. Ici, ce sont par exemple, je suppose que supposons que nous avons analyse théorique. Donc, ce sont des données que j'ai utilisées juste pour vous montrer. Supposons que je collecte les données en rapport avec l'âge d'une classe. Prenons que c'est une classe terminale. Et puis, on dit, la décision vous dit, voilà, en moyenne, la moyenne d'âge des étudiants qui terminent, disons, l'université, c'est un exemple que je donne au hasard, et de 20. Est-ce que la classe que vous avez, la moyenne d'âge de la classe que vous êtes en train d'enseigner ou que vous avez, est-elle différente de 20? Vous voyez, nous commençons par
avoir une moyenne théorique et puis on va comparer la moyenne des observations que vous avez avec cette moyenne-là théorique. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Ça suppose qu'on a une question pareille. La question, c'est de savoir si la moyenne des étudiants que vous avez est statistiquement différente de 20, 20 qui est une moyenne théorique. Alors voilà, ici je commence à créer ces données, mais des fois vous pouvez importer les données, vous avez les données en Excel, puis vous les transformez en format CSV et puis vous les importez en Excel, donc c'est ça, vous êtes habitué à faire ça. Ici je crée ici juste pour vous montrer, mais je pouvais importer les données. Là c'est la création de la base de données. Et puis, alors, souvenez-vous, j'ai dit que la conditionnalité qu'il faut respecter, c'est que les données doivent être normalement distribuées. Alors je teste si les données sont normalement distribuées, j'utilise le test de Shapiro-Wilk. Donc voilà. Ici, on nous dit, voilà la p-value espérée. Souvenez-vous, l'hypothèse née pour la normalité, c'est que les données sont normalement distribuées. Et cette hypothèse née est rejetée lorsque la p-value est inférieure à 5%. Mais ici, comme vous le voyez que la p-value est de 0,35 et 58. Donc, la p-value est supérieure à 5%. Donc, l'hypothèse de normalité n'est pas rejetée. Donc, on maintient l'hypothèse de normalité. Alors, ici, voilà comment on écrit le test. Vous voyez que c'est t.test. Puis ici, ça, c'est la base de données. Donc, vous allez remplacer par votre base de données ici. Et puis, ça, c'est la moyenne qu'on veut tester. Ici, vous voyez, je vais vérifier si la moyenne serait statistiquement différente de 20. Ici, souvenez-vous, l'hypothèse c'est que les deux moyennes sont égales. Ça veut dire que la moyenne d'ici qu'on va calculer ici, donc est égal à 20. Donc, j'exécute, voilà, quand j'exécute, je fais l'âme ici. Vous voyez, au niveau du résultat, la p-value, souvenez-vous qu'on va rejeter l'hypothèse d'égalité de moyenne lorsque la p-value est inférieure à 5%. Donc, comme vous le voyez ici, nous voyons que la p-value est de 0,0021, etc. Donc, ça veut dire que la p-value est inférieure à 5%. Donc, notre hypothèse d'égalité de moyenne doit être rejetée. Et voilà, la machine nous a calculé d'ailleurs la moyenne. Voilà la moyenne, c'est 22,77. Donc, vous voyez que 22,77 est différent de 20. Si la machine a calculé, mais je pouvais moi-même calculer la moyenne. Si je veux, je peux faire ce qu'on appelle la fonction min. Quand je fais min et puis données, directement données, la machine va me calculer la moyenne. Donc, je vais vous dire l'exécution. Voilà, la moyenne est de 22,77. Donc, vous voyez que 22 et 27, pardon, 22,77 et 20 sont statistiquement différents. Supposons par exemple, si j'avais mis ici, au lieu de 20, si j'avais mis, par exemple, 22. Je veux savoir si la moyenne que j'ai ici est statistiquement différente de 22. Regardez, souvenez-vous que l'hypothèse nid est l'égalité de moyenne et qu'on va rejeter l'hypothèse nid quand la p-value est inférieure à 5%. Alors, je vais exécuter et voir ce que je trouve. Vous voyez la p-value là, ici, la p-value, c'est de 0,22. 0,22. Ça veut dire que l'égalité de moyenne n'est pas rejetée parce que la p-value est supérieure à 5%. Ici, alors, si c'était le cas, alors j'allais conclure que les deux moyennes ne sont pas statistiquement différentes. Alors, donc l'hypothèse est validée, n'est pas rejetée. Donc, si je peux garder 22, bon, soit je garde ici 20, et puis pour vous montrer, je peux mettre 22 en bas. Comme ça, alors. Ici, donc je mets 22 pour que vous sachiez la différence. Ici, la p-value est de 0, ici la p-value est de 22, donc l'hypothèse nulle, on n'a pas d'évidence pour rejeter l'hypothèse nulle d'égalité de moyenne. Donc ici, pour le cas de 22, la moyenne n'est pas statistiquement différente de 22. Alors, ici, souvenez-vous, nous avons commencé par la vérification de la normalité des données. Et si les données n'étaient pas normalement distribuées,
quelle serait l'alternative, quel est le test qu'on allait utiliser. On allait utiliser un autre test non paramétrique qu'on appelle le test de Wilkinson, celui-ci. Donc voilà, c'est le test qu'on allait utiliser. Si les données n'étaient pas normalement distribuées. Donc ça, c'est un autre test paramétrique. Parce que si vous avez commencé votre étude, quand vous trouvez que les données sont normalement distribuées, vous n'allez pas stopper votre étude. Vous devez continuer. Alors, il y a un autre test que vous devrez utiliser qui est le test non paramétrique. Voilà, j'exécute. Donc voilà, ce test aussi confirme que les deux moyennes ne sont pas égales. Parce que la p-value, comme vous pouvez le voir, la p-value est inférieure à 5%. Donc, nous disons que les deux moyennes ne sont pas égales. Disons, mettons 22 comme je l'ai fait avant. Et voyons si réellement on a le même résultat. Voilà, je vais mettre 22 ici. 22. Voilà, comme ça, j'exécute. Donc, vous voyez, la p-value est de 0,28. Quand je mets 22, ça veut dire que la moyenne de ces données-là n'est pas statistiquement différente de 22. Donc, dans ce cas, si la théorie était de 22, donc je dirais que la moyenne de la classe n'est pas statistiquement différente de la moyenne théorique ou de la moyenne générale qui est de 20 ou de 22. Donc voilà les amis, ça c'était pour la comparaison d'une seule moyenne. Alors comme je l'ai dit, on va voir l'autre test quand vous avez deux moyennes. Donc ça veut dire que vous avez deux groupes. Ça veut dire, prenons par exemple le groupe le résultat par exemple des hommes et là les résultats des étudiants hommes ou les résultats des étudiants femmes. Et puis la question est de savoir est-ce que vous voyez, on a toujours à dire peut-être que les hommes sont très intelligents ou les femmes sont très intelligentes que les hommes. Vous voyez ce genre de questions. Est-ce qu'en termes de résultats, en termes de performance, est-ce que les hommes sont plus performants que les femmes ou bien la performance est égale? Vous voyez le genre de questions à laquelle on va répondre. Est-ce que les hommes sont plus performants que les femmes ou bien les femmes sont plus performantes que les hommes? Est-ce que les résultats des hommes et des femmes sont égaux ou bien il y aurait une différence? Donc, pour répondre à ce genre de questions, nous devons utiliser alors le test de comparaison de moyenne. Nous devons comparer les moyennes des hommes et la moyenne des femmes pour voir s'il y aurait une différence statistiquement significative. Donc, voilà ici, les amis, il faut... on a beaucoup de tests, mais il faut savoir quand est-ce qu'on doit utiliser tel test. À quelle question quelle est la question qu'on veut répondre? Parce que au niveau méthodologique, vraiment, il faut faire attention. Quand vous ne maîtrisez pas déjà les tests que vous allez réaliser, que vous allez utiliser, donc il sera difficile d'écrire la méthodologie. Parce que dans la méthodologie, on doit écrire tout ce qu'on a fait et justifier pourquoi. Comme vous venez de le voir ici pour le test de comparaison de moyenne, il y a des types de tests. Donc il faut justifier pourquoi vous avez utilisé le t-test au lieu d'utiliser le Wilkinson test, celui-ci. Non paramétrique. Donc, il faut aller montrer et justifier le choix. Et vous voyez que c'est Wilkinson sign de langue test. Pourquoi vous n'avez pas utilisé tel? Nous sommes dans la recherche, on peut vraiment dire des choses, de concret des choses quand vous avez respecté toutes les conditionnalités pour utiliser tel ou tel autre test. Donc voilà les amis, ici on va créer des notes effectives, et justement ce sont des notes effectives, mais vous avez compris le sens. Ici vous voyez qu'on doit avoir une catégorie colonne de notes. De l'autre côté, on doit avoir la variable qualitative, ça peut être les hommes, hommes et femmes, ça peut être tout ce que vous voulez, mais on doit avoir d'un côté, ici c'est pour le cas de l'échantillon indépendant, on doit avoir d'un côté la colonne des résultats par exemple, et de l'autre côté, on doit avoir la colonne du genre, où chaque homme, chaque résultat sera associé à l'homme, ou l'étudiant qui est homme ou femme. Donc voilà, on va créer ces deux résultats. Donc ça c'est fictif, mais vous pouvez alors importer vos données. Mais vous devez avoir des types de variables, je répète, la variable quantitative
sur laquelle on va calculer la moyenne, et la variable qualitative. Donc, les deux groupes, là, qu'on compare. On peut comparer, par exemple, les pays pauvres, les pays riches, et on peut comparer, par exemple, si par exemple c'est le taux de croissance, tout pays pauvre, pays riche, pays moyennement développé, pays développé, etc. Donc, vous voyez qu'on a une moyenne, donc une donnée quantitative, et on a une variable, pardon, qualitative, et on va faire la comparaison. Alors, créons ces notes fictives. Ici, je sauvegarde les résultats des femmes. Et toujours, c'est fictif. Hein, je fais ça juste pour vous montrer. Dans femmes et results, ça c'est homme et results. Donc, c'est juste la création de ces variables. Et puis, il faut les regrouper, ajouter et montrer que quand même c'est pour les hommes et les femmes. Ici, c'est cette commande-là que j'ai réalisée. Mais des fois, vraiment, vous importez les données, vous ne venez pas les faire dans le logiciel. Des fois, on importe les données qui sont préparées en Excel. Donc, voilà, ce sont des données que vous avez collectées sur Terre, par exemple. Et puis, je peux visualiser ce que je viens de dire au niveau de la présentation. Donc, vous voyez que j'ai une colonne qui est de femmes et une colonne de résultats. Et puis ici, voilà. Ici, j'ai mis groupe, mais je pouvais mettre genre. Je peux mettre par exemple genre ici. Donc, si je mets genre, ici viendra le genre. Bon, je peux mettre genre, si vous voulez. Genre. Donc, si je veux refaire, je vais voir si ça marche. Je mets genre. Voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai genre cette fois-ci. Alors maintenant, on peut faire une analyse descriptive. Ici, j'ai changé, j'ai mis genre, donc il faut que je mette genre ici. Ici, cette fonction, cette librairie nous permet de réaliser cette fonction. Donc voilà, je vais juste faire une analyse descriptive. Regardez ce que j'exécute, je sélectionne tout et j'exécute. Et puis, vous allez voir le résultat qu'on va voir. Vous voyez ici, genre homme, on a compté, il y a 12 hommes, pardon, 12 femmes, 12 hommes. Au niveau de la moyenne, vous voyez que les femmes ont une moyenne de 52,2 avec un écart type de 13,6 standard deviation. Et puis pour les hommes, on a 69,2 et un écart type de 8,23. Donc, ce sont des analyses que vous pouvez réaliser avant même de faire les autres analyses. Ici, on peut, pour supprimer les données d'ici, vous appuyez ici. C'est ici que vous... En fait, ici, c'est juste pour que tout soit toujours lisible. Et puis, je peux visionner les deux moyennes, donc la visualisation. C'est cette commande-là qui me permettra de faire la visualisation. Ici, c'est genre, puisque j'ai changé. Genre. Ici, c'est toujours genre. Voilà. Et puis, ça sera toujours genre. Genre. Donc, je vais visualiser. Je vais voir que tout marche bien. Donc, vous allez voir au niveau graphiquement. Non, c'est ça que je vous dis quand vous êtes dans la recherche, il faut montrer vraiment, prouver que vous maîtrisez, montrer tout, visionner votre donnée, présenter dans le descriptif. Donc, vous voyez que à vous voyez avec le graphique que c'est vraiment bien lisible. Vous voyez que la moyenne se situe ici, alors que la moyenne des femmes, vous voyez qu'elle se situe ici, en bas, alors que la moyenne des résultats des hommes est un peu en haut. Alors, nous allons faire le test de normalité. Parce que souvenez-vous, j'ai dit qu'il y a deux conditions, normalité et égalité de variance. Donc, la variance de ces notes, de ces résultats. Ici, je vais faire le test de normalité d'abord. Pour voir que le test de normalité d'abord, c'est le premier test que je réalise. Et vous allez voir le résultat. Je vais exécuter ici l'âne. Et puis, je vais effacer ça pour que ça ne gêne pas au niveau de la présentation. Et je vais effacer. Je vais faire descendre ça. Ça, voilà.
Vous voyez, au niveau du test de normalité pour les résultats, vous voyez que nous avons là, souvenez-vous toujours l'hypothèse de normalité, c'est que les données sont normalement distribuées. Donc, on rejette l'hypothèse nulle quand la p-value est inférieure à 5%. Mais vous voyez ici que nous avons une p-value supérieure à 5% parce que nous avons 0,11. Donc, pour les hommes, les données sont normalement distribuées. Testons pour les femmes. Vous voyez, pour les femmes, ce qui va se passer, voilà, c'est 0,42. Là aussi, vous voyez que les données sont normalement distribuées, donc l'hypothèse de normalité n'a pas été rejetée. Faisons un autre test, le test d'égalité de variance. Le test d'égalité de variance, donc c'est ça, donc c'est celui-ci. Égalité de variance, genre, j'ai mis genre, ici, il faut changer. Ici, toujours pour le test d'égalité de variance, c'est que les variances de ces résultats sont égales. Donc voilà, j'ai exécuté ça. Donc, vous voyez ici aussi, l'hypothèse nulle n'a pas été rejetée. Donc, la conditionnalité de normalité est respectée, et puis aussi la conditionnalité d'égalité de variance est respectée. Donc, en conclusion, je peux utiliser un test paramétrique pour comparer mes deux moyennes. Donc, le t-test peut être utilisé. Donc, voilà, cette fois-ci, je dois exécuter pour tester mes deux moyennes avec un test paramétrique parce que je vous ai dit qu'il y a test paramétrique et non paramétrique. Parce que ça voilà, c'est ici. Donc, voilà la commande de t-test. Voilà la commande, c'est celui-ci. Ici, cette commande sera exécutée parce que j'ai créé les données dans le logiciel. Mais si les données ont été importées, alors cette commande ne peut pas s'exécuter. Parce que ça, c'est là où j'ai stocké les données et les résultats. Donc voilà, je fais ça, ça peut être exécuté. Puisque j'ai créé les données dans le logiciel. Mais si les données n'étaient pas créées dans le logiciel, donc ça ne peut pas être exécuté. Donc voilà les amis, souvenez-vous, l'hypothèse nulle, c'est que les deux moyennes sont égales et qu'on va rejeter l'hypothèse nulle quand la p-value est inférieure à 5%. Mais quand vous regardez au niveau des résultats, vous voyez la p-value ici. Vous voyez la p-value ici. La p-value ici, vous voyez que c'est de 0,001. Donc, l'égalité de moyenne n'est pas, l'hypothèse de l'égalité de moyenne a été rejetée parce que la p-value est inférieure à 5%. Et vous voyez qu'on a calculé la moyenne, on a une moyenne de 52 et une moyenne de 69. Donc, 52 est statistiquement différent de 69. Et puis, alors, ce que je disais, si les données se trouvent dans une base de données que vous avez importée, voilà alors comment vous allez écrire. Donc, la commande, ici, je mets genre, parce que sur le j'ai changé, ici, j'ai mis genre. Si j'ai mis genre, donc pour que je change, je vais mettre genre ici. Est-ce que ça va être... Bon, je vais vérifier. Mais je vais voir ici. Donc voilà, si vous avez importé les données et que vos données sont stockées dans une base de données que vous avez importée, donc voilà comment vous allez passer. Donc vous voyez que c'est toujours le même résultat normalement. C'est juste de vous montrer que des fois vous serez obligé d'utiliser ça puisque vous n'avez pas créé la base de données dans le logiciel. Alors, si la variance n'était pas égale, finalement, mais les données sont normalement distribuées, mais la variance n'est pas égale. Donc, voilà comment alors on allait passer le test. Donc, ça, mais pour le cas de nos données, on arrête ici. On arrête ici. Et on arrête ici parce que la variance, les données sont normalement distribuées, la variance est égale. Mais on pouvait avoir le cas où les données sont normalement distribuées, mais la variance n'est pas égale. Donc, voilà alors la commande qu'on allait utiliser si la variance n'était pas égale. Ici, je vais changer, je le mets genre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on allait faire si la variance n'était pas égale. Donc voilà, ici aussi, voilà la p-value. La p-value ici est de. Donc toujours on rejette l'hypothèse de normalité des données. Donc on conclut que les deux moyennes ne sont pas égales. Donc voilà, les amis, on est ici. Alors, après tout, si les conditions n'étaient pas respectées, si la condition d'égalité de moyenne n'était pas, de normalité n'était pas respectée et la condition d'égalité de variance n'était pas respectée, on utiliserait quoi? C'est ça,
qu'on va voir ici, c'est le test de Wilkinson, comme on a fait pour le premier cas, la première analyse qu'on a utilisée. Donc, c'est ça. Si l'égalité de moyenne n'était pas, la normalité n'était pas respectée, l'égalité de moyenne n'était pas respectée, alors on va utiliser le test, on va utiliser le test non paramétrique, qui est celui-ci. Toujours l'hypothèse d'une inégalité de moyenne, et puis on va rejeter l'hypothèse de l'égalité de moyenne quand la plus-value est inférieure à 5%. Et c'est le cas, vous voyez qu'on a une plus-value de 0,00018. Donc, ça confirme que les deux moyennes ne sont pas égales. Mais vous voyez que si vous avez remarqué, vous voyez qu'avec le test non paramétrique, on ne calcule pas les moyennes. Alors que quand on a exécuté le t-test, les deux moyennes étaient affichées en bas, regardez. Voilà la différence, voilà. Voilà la moyenne de femmes, mean in group femmes, c'est 52, et mean in group hommes, c'est 69. Donc, vous voyez qu'avec le test non paramétrique, les deux moyennes ne sont pas affichées. Alors, si la variance n'est pas égale, donc ça, j'ai déjà fait ça. Donc, si la variance n'est pas égale, donc, on allait faire ça, mais au niveau des résultats, sorry, ici, j'ai changé, j'ai mis genre, c'est pourquoi ça, on dit que non, il faut, j'attire votre attention ici, quand vous êtes en train de faire des tests, il faut être attentif au message derrière que la machine vous envoie, parce que ça vous permet en fait de voir là où vous devez corriger. Il faut être attentif, c'est pourquoi il faut des fois maîtriser l'anglais, parce que ça va vraiment de pair. Ici, on dit error in ever, etc. Object group not found. Parce que, souvenez-vous, j'ai changé au lieu de groupe, j'ai mis genre. C'est pourquoi ici, la machine me dit que le groupe n'est pas trouvé, not found. Des fois, on dit la variable terme est not found, ou bien la function term not found. Et si c'est la fonction qui n'est pas trouvée, il faut aller sur Internet pour chercher les packages nécessaires pour éviter telle ou telle fonction. Donc, voilà les amis, donc en conclusion, on voit qu'avec les tests paramétriques et non paramétriques, on voit que les deux moyennes ne sont pas égales parce que vous avez vu que pour les femmes c'est 52 et pour les hommes c'est 69. Donc en conclusion, on voit que s'il s'agit d'analyser la performance, donc on peut dire que les hommes sont plus performants que les femmes. Donc pour le cas que vous êtes dans, on peut le faire. Mais je ne sais pas si on peut généraliser, donc il faut faire attention. Ça dépend, ça dépend. Donc voilà, ça c'était pour la comparaison de deux moyennes. Pour l'échantillon indépendant, ici c'est pour comparaison de moyennes pour des échantillons indépendants, parce que hommes et femmes, ici vous voyez qu'il n'y a pas de liaison. Donc c'est pourquoi on dit que ce sont des échantillons indépendants. Alors, voyons, cette fois-ci, la comparaison de deux moyennes, mais cette fois-ci pour un échantillon apparié, ce qu'on appelle apparié. Donc oui, apparié, ça veut dire on va mesurer, par exemple, les poids des gens qui, de personnes qui font du sport, avant le sport et après, par exemple, 2 mois de sport. Ou bien, on peut mesurer, parce que ici, vraiment, j'aime ça, hein, parce que ces tests-là vous permettent, quand vous voulez analyser, par exemple, l'impact d'une mesure, vous pouvez utiliser ce test. Par exemple, vous voulez analyser avec l'implémentation des objectifs de développement durable. Donc, on avait dit que normalement, on devrait, quand vous regardez ODD 8, au début de développement durable 8, on dit qu'il faut réduire le taux de chômage, on dit qu'il faut assurer la croissance économique. Mais, vous pouvez tester d'une façon globale si réellement, parce que pour le cas de la croissance économique, on disait justement qu'il faut assurer une croissance supérieure à 7%, autour de 7%. On peut voir globalement si on est en train d'exécuter ou de réaliser ou l'implémentation des objectifs de développement durable, si cette implémentation a un effet sur la croissance économique. Puisqu'on parlait de 7,
Est-ce si on regarde d'une façon globale, est-ce que cette implémentation a un effet d'accroître où les pays sont en train d'exécuter ou d'atteindre l'objectif d'avoir un taux de croissance de 6%. Donc, vous voyez que dans ce cas, je vais comparer le taux de croissance, par exemple, moyen devant l'implémentation, c'est-à-dire en 2015, parce que c'est là où on a commencé l'implémentation. Je regarde le taux moyen de croissance du PIB. Et je regarde alors si je suis en 2020, par exemple, je peux comparer avec 2016, 17, 18, mais vous voyez, le taux d'avant, c'est 2015. Donc, vous voyez ce genre. Donc, ça peut être aussi un projet. Vous avez les données, par exemple, vous voulez accroître le revenu, par exemple, de la population, et puis vous avez les données d'avant l'implémentation de votre projet. Donc, vous avez le revenu de votre échantillon. Et puis, alors, vous allez, encore une fois, pour le même groupe, le même échantillon, vous allez, encore une fois, regarder vous collectez les données encore avec le revenu après l'implémentation de votre projet. Et voir si réellement votre projet a contribué à l'augmentation des revenus. Donc, vous voyez que c'est un test dans l'évaluation des projets qui peut être réalisé. Mais malheureusement, quand on regarde les rapports qui sont produits, on n'intègre pas les données statistiques pour tester la significativité des changements de l'impact des projets qu'on réalise. Et vraiment, ça, c'est une grande lacune parce qu'on peut tirer des conclusions qui ne sont pas supportées par des données scientifiques, quoi, statistiques, des recherches scientifiques, quoi. Alors, ici, dans cet exemple, vous voyez, je prends le poids des individus de ce groupe-là avant le sport et après 2 mois après le sport. Mon objectif, c'est de voir s'il y aurait une différence significative entre les deux moyennes. Autrement dit, je vais voir si le fait de pratiquer le sport a eu un effet favorable en termes de réduction du poids. Ou bien ça peut être le sport, ça peut être un régime, ça peut être un traitement quelconque, etc. Mais je vais voir s'il y aurait un changement significatif. Mais ici, je travaille sur les mêmes individus. Donc, l'individu 1, j'ai son poids avant le sport, et puis j'ai son poids après 2 mois de sport. L'individu 2, j'ai son poids avant le sport et j'ai son poids après 2 mois de sport. Ici, alors, je cherche à voir si réellement le sport a eu un effet en termes de réduction de poids. Ça peut être le sport, ça peut être un régime, ça peut être un médicament, ça peut être, en tout cas, là où ça fait intervenir des données qualitatives pour des périodes ou plusieurs périodes selon le cas, mais là on va utiliser alors l'autre test de la variance pour le cas de plusieurs moyennes. Alors je crée cette base de données, mais des fois, comme je l'ai dit, toujours ça sera importé. Ça, c'est pour la comparaison de moyenne pour un échantillon à parier. Donc, ici, pour choisir s'il faut utiliser le test paramétrique ou non paramétrique, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait quoi? On utilise, on regarde, on teste la différence. Pour choisir si on utilise le test paramétrique ou non paramétrique, on regarde si la différence entre les deux poids est normale distribuée ou pas. Ça veut dire si on prend la donnée d'après ou d'avant moins la donnée d'après, et puis ainsi de suite, alors on va voir si on va tester si la différence est normalement distribuée ou pas. Si la différence est normalement distribuée, donc on fait un test de normalité si la différence de ces données, alors on va utiliser un test paramétrique. Et si la différence n'est pas normalement distribuée, alors on va utiliser un test non paramétrique. Donc ici, puisque vous voyez que ce sont des données que j'ai créées ici, il faut les combiner, je vais les combiner. Et en spécifiant que c'est les données d'avant et d'après. Donc, vous allez voir comment ça va se présenter. Je vais passer ici pour que ça soit bien visible. Ici, je vais vous montrer les premières données, comment ça va se présenter. Vous voyez ici, avant le sport, vous voyez, on va faire toute la liste. Et après, alors, je peux afficher même parce que c'est 10. Ici, je peux mettre ici, ça sera presque 20 parce que c'est 2, 2. Voilà. Je vais afficher tout. Voilà. Vous voyez que le groupe c'est avant, parce que je dois avoir 10, et après aussi je dois avoir 10, et puis vous voyez ici j'ai 20. Mais vous voyez comment vous allez présenter vos données. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je dois faire aussi? Je peux calculer les moyennes et faire donc l'année descriptive, quoi. Donc ici, c'était commandé pour faire l'année descriptive en termes de comptage, en termes de moyenne, et en termes de
des cas type. Donc voilà, c'est ça. Bon, je fasse ça ici pour que ce soit bien visible, pour que ça monte en haut. Donc vous voyez, groupe, nous avons avant, après, pardon, et avant. Donc nous avons des observations pour les deux groupes. Et puis pour la moyenne, vous voyez qu'ici c'est 72,4, ici c'est 75. En termes de standard deviation ou écart type, nous avons 19,6, ici nous avons 19,3. Alors, on peut aussi visualiser, je peux effacer, bon, on peut aussi visualiser ces moyennes pour voir si au niveau de la visualisation, si on a une différence qui est remarquable. Donc ici, je fais comme ça, je fais liste commande et puis vous allez voir ici en bas les graphiques. Donc il faut attendre pour que les graphiques soient générés comme on l'a fait pour le premier cas. Donc c'est mieux de visualiser des fois la visualisation et dans la compréhension de vos données. C'est pourquoi des fois si c'est possible il faut faire ça. Donc ici vous voyez c'est quand vous regardez apparemment on dirait que c'est presque la même chose. Donc vous voyez avant, vous voyez la moyenne, donc, vous voyez, et après, vous voyez la moyenne ici. Donc, vous voyez les groupes. Si vous voulez exporter ce graphique, il faut passer par ici, exporter. Donc, vous cliquez ici, exporter. Vous voyez ici, soit vous pouvez copier, vous pouvez sauver comme état image, ou bien sauver comme PDF. Donc, voilà. Je ne vais pas faire ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il faut tester si la différence est normalement distribuée ou pas. C'est ça que j'ai dit. Donc ici, vous voyez que je vais faire la différence. Regardez ici, je fais différence. Je prends les données d'avant, moins les données, le poids données d'après. Donc ici, c'est ce que je fais. Et puis, je vais tester si cette différence est normalement distribuée ou pas. Regardez. Ça, j'ai fait ça, j'ai sauvegardé. Alors, je vais tester la normalité de ma différence. Donc, vous voyez que la normalité n'est pas rejetée parce que souvenez-vous, l'hypothèse c'est que les données sont normalement distribuées. Ici, alors, vous voyez que la pub va espérer AA, 5%. Alors, les données, nous pouvons conclure que les données sont normalement distribuées. Je pouvais faire ici, vous voyez ici, j'ai fait avant, mais je pouvais faire après, moins avant. Donc, au niveau des résultats, ça ne change pas. Que tu commences par les données d'avant, moins, les données d'après, ou les données d'après, moins, les données d'avant, au niveau des résultats, ça ne change pas. Vous voyez qu'on a toujours le même pi varie. Voilà. Ça ne change rien. Alors, comme les données sont normalement distribuées, alors je vais utiliser, pour comparer des moyennes, s'il y a une différence significative entre des moyennes, souvenez-vous, l'hypothèse de nulle, c'est que les deux moyennes sont égales. Toujours, il faut vous souvenir de l'hypothèse de nulle parce que c'est ça que vous voulez confirmer ou infirmer. Donc ici, nous disons que l'hypothèse de nulle ici, c'est que les deux moyennes d'après le sport et d'après le sport, et les deux moyennes sont égales. Si les deux moyennes sont égales, ça veut dire qu'en réalité, le sport n'a pas d'effet sur le fait de perdre le poids. Donc ici, je vais faire le test, je vais utiliser un test paramétrique et puis je regarde si réellement le résultat que je vais avoir. Ici, vous voyez que j'ai une p-value qui est supérieure à 15%. Donc, je confirme que l'égalité de moyenne n'est pas rejetée. Donc, les deux moyennes sont égales. Donc, la différence n'est pas statistiquement significative. Donc, en conclusion, comme les deux moyennes sont égales, le sport n'a pas d'effet sur le fait de perdre le poids. C'est ça la conclusion. Donc, ici aussi, je pouvais faire comme ça. Donc, ça, c'est une autre façon d'écrire, donc d'écrire le test. Donc, vous voyez qu'on a toujours le même résultat. Soit que ici, c'est possible parce que j'ai saisi les données d'un logiciel. Ici, ce test est celui-ci. Mais des fois, quand vous avez importé vos données, voilà comment vous allez utiliser ces poids. Et puis, c'est le groupe. Le groupe, c'est la variable qualitative. Donc, c'est ça. Alors, quel est le test qu'on utilise ici en conclusion? Sur les bases de ces données, on voit que les deux moyennes ne sont pas, les deux moyennes sont égales. En d'autres termes, le sport n'a pas d'effet sur le fait de perdre le poids. Alors, si la différence n'était pas normalement distribuée, quel est l'autre test qu'on allait utiliser? On allait utiliser un test non paramétrique parce que les petits tests sont des tests paramétriques. On allait utiliser un test non paramétrique, donc qui est celui-ci.
le Kickson. Ça. Donc voilà, aussi, ce test aussi confirme que les deux moyennes sont égales parce que la plus-value est supérieure à 5%. Donc c'est 0,27. Donc les deux tests confirment que les deux moyennes sont égales. Donc voilà les amis, comment on fait la comparaison de deux moyennes. On vient de voir pour deux échantillons indépendants et on vient de voir comment on teste aussi pour deux échantillons à palier. Quand on fait des mesures sur le même échantillon pour aussi les mêmes individus. Alors, cette fois-ci, on va voir comment on fait quand il s'agit de plusieurs moyennes. Parce que ici, on avait, premier cas, c'était une seule moyenne, deuxième cas, c'était deux moyennes, que ce soit l'échantillon à palier ou des groupes indépendants. Et maintenant, s'il s'agit de plusieurs moyennes, comment on fait l'analyse? Ici, je vais importer des données, ce sont des données que j'avais collectées sur... et ça, c'est, vous voyez, la variable, c'est cost of business starting. C'était sur base des indicateurs de business. C'était les données en rapport avec le coût de démarrage. Non, pardon, ici, c'est l'exemple que j'ai fait, l'application. Je voulais voir ici le coût de démarrage du business. Quand je compare, parce que Doing Business a été publié à partir de 2003-2004, je voulais voir si réellement cet indicateur de coût, de commencer, ou cost, ça c'est cost of starting business, s'il avait diminué, ou le coût de démarrage d'une entreprise, par exemple, si ces coûts-là avaient diminué grâce ou après l'implémentation ou la production du rapport Doing Business. Mais vous savez que le rapport Doing Business a été suspendu à partir de 2020 parce qu'on a trouvé qu'il y a des tricheries dedans. Alors, je voulais juste voir s'il y aurait une amélioration en termes de réduction du coût de démarrage de l'entreprise. Donc, c'est juste de vous montrer l'application de ce qu'on vient de voir. Ici, je fais l'importation des données. Et ici, ça, c'est le coût du starting business. Ça, ce sont les données. Voilà, vous pouvez voir les données. En fait, on va voir les... Vous voyez... Pardon, je vais exprimer ça. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai les données des pays. Vous voyez les données des pays pour la période 2004. Je vais effacer ici pour que ça monte à haut. Je fais head ici. Voilà. Vous voyez que j'ai les pays et puis je prends le cost of business starting de 2004 et 2019. Moi, l'objectif, c'est de voir est-ce que puisque la Banque mondiale produisait le rapport sur le business, comment les pays sont en train de se comporter en matière d'amélioration des affaires, de l'environnement, du climat des affaires, est-ce que les États ont diminué? Puisque quand il y a des coûts élevés en matière de commencement ou d'ouverture d'entreprise, il y a des entrepreneurs où l'environnement n'est pas favorable, les entrepreneurs peuvent ne pas justement créer des entreprises ou rester dans l'informel. Et je voulais alors savoir si réellement, avec la publication, puisqu'on recommande de réduire ces coûts, est-ce que depuis 2004, si je compare la situation de 2004 et de 2009, pardon, de 2019, est-ce qu'il y aurait une amélioration favorable en termes de réduction de ces coûts? Parce que les coûts vont affecter négativement le fait de se lancer dans le business. Donc voilà, j'avais collecté les données de 2004 et de 2019 et je vais alors voir si réellement, si je devais faire une évaluation scientifique ou produire un rapport scientifique. Donc ça, ce sont des données réelles de 2019 et de 2004. Alors ici, comme vous le voyez, je vais toujours, parce que souvenez-vous, il y a deux tests paramétriques et non paramétriques. Je vais juste voir si la différence est nombre distribué pour savoir si je vais utiliser un test paramétrique et non paramétrique. Ici, vous voyez que j'ai exécuté juste, j'ai fait la différence 2019-2004, donc vous voyez 2019 moins 2004. Et au niveau de la présentation des données, regardez comment les données sont présentées. Donc, les données sont présentées en colonne. Vous voyez, je prends ça, moins ça. Et puis, alors, je vais faire le test de chaque pilote pour voir si les données sont normalement distribuées. Donc, comme vous voyez ici, les données ne sont pas normalement distribuées puisque la p-value est inférieure à 5%. Alors, dans ce cas, puisque les données ne sont pas normalement distribuées, alors je dois utiliser, pour tester, je dois utiliser un test non paramétrique qui est de Kickson. Donc, vous voyez qu'avec ça, vous voyez que je dois ajouter paired égale true pour montrer que c'est un échantillon à palier.
Donc voilà, est-ce que les deux moyennes sont égales ou pas? C'est ça la question. Est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'il y aurait une amélioration possible ou pas? Donc, souvenez-vous que l'hypothèse est nulle, c'est égalité de moyenne. J'exécute. Vous voyez que la p-value est inférieure à 5 pops. Ça veut dire que les deux moyennes ne sont pas égales. En d'autres termes, il y a eu des améliorations en termes des améliorations en termes des coûts pour démarrer une entreprise. Donc, c'est ce qu'on peut dire, mais je peux quand même voir si je peux voir si, si les coûts ont augmenté ou si les coûts ont diminué. Parce que je vois ici, comme je voulais dire, avec Wikixon, normalement, les moyens ne sont pas calculés. Mais avec, si les données étaient normalement distribuées, j'allais utiliser ça, un petit test. Donc, si les données étaient normalement distribuées, quand j'exécute ça, je peux quand même voir les moyennes, comment les moyennes se présentent. Vous voyez ici, la moyenne n'a pas été calculée aussi. Non, ça fait rien, mais je vais calculer moi-même la moyenne. Je fais mine. Je vais voir finalement, est-ce que les coûts ont augmenté ou bien les coûts ont diminué. C'est cost business starting. Je calcule la moyenne pour 2004. Je vais voir la moyenne 2004. Finalement, je vais voir si la situation s'est améliorée ou pas. Donc, vous voyez qu'on était à 137. En 2004, en moyenne, le coût pour démarrer une entreprise, c'était 137. Ça, 37. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ça. 137.6. Disons 0.6. 002. Et puis, je vais faire la moyenne de 2019. CBC pour 2019. Business starting 2019. Je calcule la moyenne pour voir si on a réduit ses coûts. Donc, vous voyez que ça, c'est l'évaluation, par exemple, de l'effet de la mise en œuvre si c'est pour le cadre de mon business. Donc, voilà, les amis, maintenant, les coûts ont passé d'une moyenne, en moyenne, les coûts sont passés de 137 à 14.21. Donc, en d'autres termes, les États ont essayé de faire un effort pour réduire les coûts pour débuter une activité. Donc, ils ont fait en sorte que l'environnement des affaires soit amélioré en termes de cost of business starting, les coûts pour démarrer une entreprise. Donc, ils ont réduit en d'autres termes les coûts en vue d'inciter les entrepreneurs, en vue d'inciter les gens à l'entrepreneuriat ou entreprendre. Donc, en termes d'amélioration de l'environnement des affaires. Donc, voilà, les amis, comment un exemple pratique, donc pour vous montrer pratiquement comment on peut utiliser le petit test pour mesurer l'effet d'une mesure. Et pour les projets, je vous ai dit que c'est presque la même chose. Il suffit d'avoir les données d'avant et les données d'après. Alors, maintenant, on va avoir le test pour analyse. Donc, comparaison de moyenne pour plus de deux moyennes. Comparaison de moyenne pour plus de deux moyennes. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Ici, je vais utiliser les données. Les données que je vais utiliser ici, j'avais classé les pays. C'est là que donc, vous voyez que les pays sont classés en utilisant ce qu'on appelle Gross National Income, comment je peux dire GNI, Gross National Income, produit national brut, voilà, le produit national brut. Donc, les pays, quand les pays les moins développés, si je ne me trompe, c'était autour de 1000 quelque chose euros, donc dollars par habitant, par habitant, les autres c'était autour de 3000, les pays moins avancés, bon, c'était autour de 3000, les autres c'était autour de 7. Les pays développés, c'est autour de plus de 12 000 dollars par
PIB par habitant. Donc, quelque chose comme ça. Donc, mais on regarde l'indice de Gross National Income. Donc, voilà. Donc, j'ai classé ces pays alors en 3 groupes. Et je vais comparer ça, c'est ce qu'on appelle Female Labor Force Participation. Ça, Female Labor Force Participation. Je vais voir la participation des femmes dans le travail. Je vais comparer en fait ces pays qui sont groupés en 3 catégories. Donc, vous allez voir ça, les données. Je vais vous montrer. C'est juste une analyse que j'ai fait. Mais les données sont réelles, sont des données réelles parce que j'ai tiré les données sur le site de la Banque mondiale. Je vais vous montrer comment les données sont constituées. Donc, ce sont des données réelles de la Banque mondiale. Ça, ce sont des données réelles. Quand vous allez sur le site de la Banque mondiale, par exemple, quand vous allez regarder ces pays, là, vous allez trouver que c'était un indice là, Female Labor Force Participation, c'est de 48. Ici, vous voyez que c'est ce qu'on appelle Upper Middle Income. Upper Middle Income, ça c'est le premier groupe. Et puis, ça c'est le Lower Middle Income. Donc, il faut vérifier exactement comment on fait la classification, les montants qu'il faut utiliser pour classifier. Donc, je ne me rappelle pas bien. Je sais qu'il y a pour les High Middle Income, c'est plus de 12 000. Les autres, c'est il y a ceux qui sont autour de 3 et les autres, c'est inférieur. Donc, il faut vérifier le montant exact pour faire la classification. Et puis, vous voyez, low middle, c'est une autre catégorie. Et puis, vous voyez, il y a high income. Alors, je vais classer les pays en 3 catégories. Mais je vais voir en termes de participation des femmes dans l'emploi ou au travail pour voir s'il y aurait une différence significative entre donc ces régions. Parce que vous voyez que j'ai classé par région. Donc, ici, je peux juste calculer voilà la visualisation. Regardez, je vais faire comme ça pour ajuster la visualisation. High Middle Income, nous avons 29 pays. Low Middle Income, nous avons 29. Et Up Middle Income, nous avons 29. Et puis au niveau de la moyenne, nous voyons que pour High Income, nous avons 39,3. Le médiane, c'est 41,8. Et puis le Standard Deviation, ou écart type, nous avons juste 9,02. Depuis le middle income, nous avons 29, 40, ici, vous voyez, au niveau de la moyenne, c'est 46,2. Et puis, au niveau de la médiane, c'est 47,3. Et puis, au niveau de l'écart type pour standard deviation, nous avons 6,10. Et puis, pour upper middle income countries, donc, nous avons 37 comme moyenne, 0,9, 39,8 comme médiane et 9,06 comme écart type pour standard deviation. Alors ici aussi, comme j'ai fait pour les autres types, je peux visualiser. Donc, je peux visualiser ces moyennes. Je peux juste visualiser ça pour avoir une idée de comment ces moyennes se comportent. Donc, en visualisation, vous voyez, upper middle, voilà là où la moyenne se situe. Low middle, donc c'est ici, et high income, ouais, c'est ici. Voilà, je vais réduire la fenêtre. Et puis, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tester la normalité. Souvenez-vous, quand vous faites, il faut savoir les tests qu'il faut utiliser à chaque niveau pour valider vos recherches. Parce que nous sommes des scientifiques, nous sommes des chercheurs. Donc, il ne faut pas qu'on utilise un mauvais test et tirer des conclusions qui ne sont pas correctes. Parce que quand vous tirez des conclusions, des fois, vous tirez des recommandations. Mais quand vous avez tiré des recommandations sur de mauvais résultats ou de mauvaises conclusions, vous voyez que vous trompez l'opinion, vous trompez les décideurs politiques, vous trompez les utilisateurs de vos résultats. C'est pourquoi il faut, avant de choisir le test, il faut voir si vraiment vous avez vérifié toutes les conditionnalités qui vont avec ce test. Ici, alors, je vais d'abord commencer par tester la normalité des données. Donc, toujours, j'utilise Shapiro-Wilk. Ici, vous voyez que les données sont normalement distribuées. Pour le cas de middle income, je teste aussi pour lower middle income. Voilà. Les données aussi ne sont pas normalement distribuées comme vous le voyez. Puis, va inférieur à 5%. Je teste aussi pour high middle. Donc, partout, les données ne sont pas normalement distribuées. Normalement, quand les données sont pas normalement distribuées,
d'emblée, vous savez que vous devez utiliser un test non paramétrique. Ici, je peux tester, ici, je vous montre comment tester l'égalité de variance parce que parmi les conditions, ici, il y a l'égalité de variance, il y a la normalité. Mais ici, déjà, comme la première condition n'est pas respectée, ça ne sert à rien d'autre, donc continuer avec les autres. Mais ici, c'est vrai de le faire parce que nous sommes dans l'instruction. Vous devez vérifier. Si jamais on peut vous demander si vous devez tester ça. Ici, l'hypothèse c'est que les données il y a l'égalité de variance, mais quand vous regardez ici, l'hypothèse n'a pas été rejetée d'égalité de variance de forme la plus-value de 0,4, donc on peut conclure que la variance est égale. Ici, je peux utiliser un autre test, et ça c'est l'event test, ça je peux utiliser Barrett test. Aussi, vous voyez que la plus-value est supérieure à 5%, donc l'égalité de variance est respectée. Alors maintenant, comme la variance est respectée, je peux voir quelles sont ces moyennes qui sont les moyennes qui sont différentes. Ici, le Chris-Carl test, c'est un test non paramétrique qui peut être utilisé pour voir là où les moyennes qui sont, plutôt pour voir si réellement les moyennes sont égales ou pas. Donc, comme vous voyez ici, la plus-value, je vais effacer tout ça. L'hypothèse, souvenez-vous, c'est que les trois moyennes sont égales. Souvenez-vous toujours, il faut savoir l'hypothèse ni c'est que les trois moyennes sont égales. Quand la plus-value est inférieure à 5%, alors je conclus que les trois moyennes ne sont pas égales. Donc, c'est le cas ici. Vous voyez que la plus-value est de 0,00. Donc, l'hypothèse d'égalité de moyenne a été rejetée. Maintenant, après ça, il faut que je compare pour voir finalement quelles sont ces moyennes qui sont différentes. Donc, après ça, je vais utiliser alors ce test-là. Pairwise, une clique donc vous voyez que c'est un test toujours non paramétrique et qui me permettra de comparer deux AD, les deux moyennes de deux AD et pour voir les moyennes qui ne sont pas égales. Ici, ce sont des tests non paramétriques. Tout ça, c'est tous ces tests-là. Chris-Carl test et Wilkinson sont des tests non paramétriques. Ça, on avait déjà utilisé presque ça à Wilkinson, mais c'est un test non paramétrique. Donc voilà, quand je compare low middle income et high middle income, vous voyez que la différence est statistiquement significative. Mais quand je compare low middle income et low middle, non, ça c'est comparé à lui-même. Quand je compare upper middle income et high income, la différence n'est pas statistiquement significative. Donc, il n'y a pas de différence en termes de female labor force participation, de upper middle income et high income countries. Mais quand je compare upper middle income à low middle income, donc on voit qu'il y a une différence significative. Donc, voilà les moyennes qui sont différentes, les régions ou le groupe de pays qui ont des moyennes différentes, c'est low middle income qui est différente de high middle income countries et upper middle income. Donc, la moyenne de participation des femmes pour low middle income est différente de ça, de high middle income. Et puis, la moyenne de participation de upper middle income countries comparée à low middle income, donc il y a une différence significative. Donc, voilà comment on fait donc analyse pour déterminer si réellement les moyennes sont égales ou pas. Donc, s'il y avait plusieurs moyennes, on allait faire la même chose. Donc, ce sont les deux tests non paramétriques qu'on pouvait utiliser pour détecter si réellement les moyennes sont égales ou pas et pour voir finalement quelles sont les moyennes qui sont différentes. Alors, ici, on va faire si les conditions étaient respectées, s'il y avait égalité de la normalité des données et égalité de variance, comment on allait faire? C'est la question que vous pouvez me poser. Donc, on allait utiliser ce test, on allait faire ça, je vais effacer tout ça. On allait faire ça, on allait utiliser analyse sur variance. C'est ça qu'on a utilisé. Je vais faire ça, comme ça, ça c'est de voir, est-ce que trois moyennes sont égales? Souvenez-vous, l'hypothèse, c'est égalité de moyenne. Mais avec ça, on voit que les trois moyennes ne sont pas égales parce que la plus-value est inférieure à 5%. Là, je vois que les trois moyennes ne sont pas égales. Mais la question est de savoir, finalement, quelles sont les moyennes qui sont différentes. Alors, je vais utiliser ça, ce test-là, qui me permet de faire une comparaison, ce qu'on appelle pairwise comparison. Donc, c'est ça que je dois utiliser pour voir ces moyennes-là qui sont statistiquement différentes. Ici, vous voyez que d'abord, ici, avec ce test, on calcule la différence entre les pays.
Et puis, parce que vous voyez que c'est low middle income et high middle income. La différence est de 6. Up middle income et high middle income, vous voyez que la différence est de moins 0. Up middle income et low middle income, vous voyez que la différence est de 8. Et puis alors, au niveau de la p-value, ici on donne des marges, ça c'est lower et upper. Ici on voit au niveau de la p-value, parce que nous regardons la p-value. Donc vous voyez que la différence entre lower middle income et high middle income, la différence est significative parce que c'est 6. Et puis, upper middle income et high middle income, la différence est de 3. Donc, on dit que la différence n'est pas significative. Et puis, upper middle income et lower middle income, on dit la différence est de moins 3 et on dit que la différence est très significative. Donc, voilà comment on peut interpréter ça. Et puis, ça, c'est pairwise. Alors, il y a un autre attest qu'on peut utiliser aussi, si sans poser aucune condition. En ignorant la condition de normalité des données et en ignorant la condition d'égalité de variance. C'est ce test-là, one-way point test. Avec ce test aussi, on voit que les données ne sont pas, les trois moyennes ne sont pas égales. Voilà, la pile va être inférieure à 5%. Donc, vous voyez ici le résultat. J'exécute ce test. Mais aussi, il faut faire le pairwise comparison pour voir finalement quelles sont les moyennes qui ne sont pas égales. Donc, c'est ça que je pairwise point test. Donc, c'est le test qu'on a fait. Donc, vous voyez que ça, on va comparer. On voit que c'est low middle income, c'est ça. Et up middle income et low middle income, ce qu'on a vu. Donc voilà les amis, je pense que ça va vous aider, c'était un peu long, mais tout ce qui est en rapport avec la combinaison de moyenne, donc voilà comment on fait la combinaison de moyenne. Alors pour DAD, vous allez faire la combinaison de moyenne pour l'analyse de la variance, pour le cas de l'échantillon à palier, mais pour le cas de plaisir de moyenne, parce qu'on a fait pour deux moyennes pour l'échantillon à palier. Voilà les amis, c'est de cette présentation qui était un peu longue et fatigante. Donc, mais on doit faire ça parce que notre objectif, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des compétences, des connaissances et de partager aussi les connaissances. Et je pense que ça va vous aider dans vos analyses, dans vos recherches, et spécialement dans le bon choix du test et tout ce qui va avec les conditionnalités, la vérification des conditionnalités pour utiliser tel ou tel test et aussi pouvoir bien améliorer la façon d'analyser, de rédiger votre partie à rapport avec la méthodologie. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Et parce que vous voyez que nous continuons à partager des choses qui quand même peuvent aider. Ça peut aider dans le partage de la connaissance, de l'information pour les chercheurs, pour les gestionnaires, pour les entrepreneurs, parce qu'on ne peut pas séparer l'entrepreneuriat et la recherche. Donc, vous savez qu'il y a un service de recherche et développement et ce service-là a toujours besoin de faire des analyses statistiques pour voir si réellement les changements observés sont des changements statistiquement significatifs. Donc voilà les amis, je vous remercie pour votre visionnage et à plus.